Si son cœur a quelque répugnance, je tiens que nos... Pas gagné. Si son cœur a quelque répugnance, je tiens qu'on ne doit pas lui faire violence. Mon frère, que je crois, sera de mon avis. J'aurais aimé être comédienne, mais c'est pas simple. Hein. Mais j'ai un rendez-vous, moi. Oh là 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 là. Bonjour les queens et les kings. Bon, je suis un peu speed car j'ai un rendez-vous avec Loïc Rojouan, comédien et directeur du Théâtre des Beaux-Arts à Bordeaux. Il a un talent fou, beaucoup d'humilité et une voix envoûtante. Bonjour Loïc. Bonjour Isabelle. Avant d'explorer votre univers, une question me taraude. À quel âge avez-vous compris que votre avenir était artistique ? Eh bien moi je l'ai découvert assez tôt et très précisément même. J'ai su que je voulais faire ce métier quand j'avais 12 ans à peu près. Et notamment avec un déclic très précis et très fort qui était le fait d'avoir vu à la télévision un film incroyable qui est le film Les uns et les autres de Claude Lelouch dans sa version longue en plus. Et pourquoi ? Parce que j'étais déjà très admiratif de nombreux comédiens français ou étrangers, mais français notamment parce qu'il y avait beaucoup de cinéma français, beaucoup plus que maintenant, à la télévision, et que j'en regardais beaucoup le soir, et quand j'étais enfant même. Ça et du théâtre, parce qu'il y avait une émission qui s'appelait Au théâtre ce soir, qui m'a donné envie là aussi de faire du théâtre. Mais ce film, déjà, est une telle saga, et puis il réunissait devant la caméra tellement de grands acteurs français, Dussolier, Francis Huster, Nicole Garcia, j'en passe, c'est des meilleurs, une pléiade de comédiens. Et je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire, parce que ça permet non seulement d'avoir plein de vies en une seule, de devenir des personnages passionnants, de vivre leurs histoires, même si c'est le temps d'une pièce, le temps d'un film. Mais je me suis très précisément dit que c'était le métier que je voudrais faire vraiment, qui m'attirait le plus, et par lequel, quelque part, je souhaitais exister de cette façon-là, en fait. Pour tout dire, ça a commencé très 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 tôt parce que ma maman a été rapidement convoquée à la maternelle à peu près parce que figurez-vous que je montais sur les bureaux de la classe maternelle, de maternelle et que alors à l'époque donc tout petit, j'imitais régulièrement Johnny Hallyday, voire Dalida ou Nicoletta. Ah oui, j'ai presque eu un passé de très jeune transformiste, hein, vous voyez. Non mais j'adorais ça, voilà, monter et puis c'était une façon pour moi d'exister et de pallier ça arrive dans toutes les familles, hein, un drame familial qui a fait que la famille a été un peu éclatée, même beaucoup, à la suite de ça, et que moi étant le petit dernier, pour exister, je me rendais compte qu'il fallait que j'incarne d'autres personnages, parce que c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup attiré dans ce métier-là, c'est le fait de pouvoir devenir un autre, et voire même plusieurs autres, plein d'autres, et de pouvoir explorer comme ça en soi et chez les autres des tas de facettes de nos âmes, même les plus sombres, parfois quand on joue quelqu'un qui est pris dans les mailles du filet du côté sombre de son esprit, on va dire, c'est passionnant à jouer, et pouvoir devenir un jour un homme politique véreux, pouvoir devenir un peintre en bâtiment plein de bon sens populaire, pouvoir devenir ensuite, oui, voilà, un homme de radio, alors ça je l'ai été, mais je le joue sur scène très régulièrement dans Bonsoir Charlie, pouvoir devenir, etc., etc. C'est passionnant, et moi c'est ce qui m'a véritablement sauvé, de pouvoir, comme ça, même le temps d'un tournage ou quoi que ce soit, devenir quelqu'un d'autre et ne pas me contenter de vivre une seule vie, un seul métier. Comme ça, je suis un petit peu instable de ce côté-là, mais le métier d'artiste et d'acteur et de comédien me va très bien pour ça. Et puis ensuite, ça s'est concrétisé avec... moi, j'ai eu beaucoup de chance, hein, j'ai eu une maman qui ne m'a pas découragé de faire ce métier, au contraire. À 17 ans, je suis rentré au Cours Florent, qui était à Bordeaux à l'époque aussi. Voilà, 86, 87. Je suis rentré au Cours Florent et très vite, j'ai eu un rôle payé. Voilà, c'est devenu mon métier très tôt. Et j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Et puis après, voilà, il a fallu, comme on le disait tout à l'heure, faire tout ce parcours ensuite. Parcours où j'ai essayé de voir le plus de choses possibles dans les cordes de ce métier-là. Voilà, en tout cas. Le chemin fut long, parfois chaotique. Je dirais pas que le chemin a été chaotique. Il a été atypique par contre, parce que
C'est vrai que nous faisons des métiers qui sont très difficiles à planifier, où on se dit, bah tiens, dans tel nombre d'années, je ferai ça, et puis après je ferai ça, et puis après je ferai ça. C'est très difficile quand on est comédien ou quand on travaille dans ces milieux-là. Mais j'ai toujours été très curieux de beaucoup de choses, et ce qui m'a réservé de belles surprises et de très belles rencontres. Alors les rencontres, moi je suis intimement persuadé que si elles doivent arriver, elles arrivent, et si elles se passent, c'est qu'il devait se passer quelque chose. Parfois on rencontre des gens avec qui on pourrait peut-être faire un bout de chemin, mais on ne le sent pas, ou ça ne se fait pas, c'est ainsi. Mais par contre, quand on sent que les choses peuvent se faire, j'ai toujours pris le taureau par les cornes un peu pour faire en sorte de concrétiser des belles rencontres et me dire, oh, qu'est-ce que j'aimerais travailler avec cette personne-là. Je vais faire tout mon possible pour que ça se fasse. Voilà. Et puis on a un métier qui est fait de beaucoup de témoignages d'expérience, c'est-à-dire qu'on envoie très peu de CV, bien sûr qu'on passe des castings parfois, mais on envoie très peu de CV, c'est souvent du relationnel, c'est souvent des gens qui disent, bah tiens, travaille avec lui ou avec elle, elle est sérieuse, elle bosse bien, elle propose beaucoup de choses, etc., etc. Ça se fait beaucoup comme ça, donc il y a une véritable importance du comportement dans nos métiers, voilà, et j'ai toujours essayé de me comporter du mieux que je pouvais, si possible. Mais voilà, le chemin n'a pas été chaotique, non, il a été parfois semé de doutes, ça c'est le fait même de plein de chemins professionnels, de doutes bien sûr, mais le doute nourrit aussi, permet de se remettre en question, de changer certaines choses. Il n'a pas été chaotique, peut-être que je le ferais autrement si je devais le refaire, mais ça n'existe pas, donc il est ce qu'il est, voilà. La voix est un instrument formidable, il est le miroir des émotions. Vous partagez aussi à votre savoir dans le monde de l'entreprise. Alors oui, j'interviens beaucoup en entreprise maintenant depuis 16 ans cette année, depuis 2006. Et dans 3 domaines, enfin avec 3 grands modules d'intervention, pas qu'autour de la voix participe bien sûr à tous ces modules, mais le premier c'est l'expression orale tout simplement, hein, on dit aussi la prise de parole en public, mais le public commence par une personne, donc l'expression orale. Ensuite, l'improvisation théâtrale au service des équipes, comment on peut optimiser le fait que les choses ne se déroulent pas comme prévu, puisque je crois que c'est Chaplin qui disait que la vie c'est tout ce qu'on n'a pas prévu en fait, voilà c'est ça, parce que sinon ce serait pas drôle si tout était prévisible. Donc voilà, comment une équipe, comment des gens au travail peuvent optimiser l'improvisation, voilà. Et puis le troisième volet, c'est alors qu'on appelle le storytelling, moi j'appelle ça les mécaniques du récit au service de notre histoire, c'est se servir des grandes étapes de l'écriture d'un scénario, par exemple, hein, c'est assez structuré un scénario, et bien de ces grandes étapes pour y voir plus clair dans sa propre histoire, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, et ensuite pour écrire la suite, pourquoi pas soi-même ou à plusieurs, être l'auteur de sa propre histoire. Voilà, ça ce sont mes 3 modules d'intervention. Après, on peut conjuguer tout ça, on peut les aborder de façon différente. Et puis j'interviens aussi dans des écoles de jeunes réalisateurs en audiovisuel et en cinéma, là plus sur la direction d'acteurs ou sur la présentation du pitch de leur projet, etc., etc. Et puis j'interviens aussi à l'Opéra de Bordeaux, où je forme les choristes de l'opéra au jeu d'acteurs. Voilà, parce que ça c'est quelque chose que j'aime de plus en plus faire aussi. Et puis concernant les métiers de la voix, concernant les métiers de la voix, j'interviens là au studio Cryogène Prod à Bordeaux, 2 fois par saison à peu près, entre octobre et juin, sur les métiers de la voix off, donc tous les aspects de la voix off dont on va parler je crois dans quelques instants si je ne me trompe. Vous faites du doublage, de la voix off. Vous pouvez expliquer cette discipline aux personnes qui ne la connaissent pas? Ben oui, la voix off, et vous en savez quelque chose Isabelle, puisqu'on s'est connus par ce métier-là aussi, vous et moi. C'est très très large, hein, ça va de la publicité, que j'adore faire, moi, que j'ai toujours aimé faire depuis maintenant 35 ans que j'en fais. De la publicité, ça peut être de l'habillage d'antenne, donc tout ce qu'on entend quand on entend la radio, des liners, des jingles, des choses comme ça. Ça peut être de l'audio guide pour les musées, par exemple. Ça peut être des voix off pour des films et des films d'entreprise, des documentaires, etc., etc. Du voice-over, ça c'est quand vous entendez la personne parler dans sa langue maternelle, par exemple l'anglais, et que vous entendez une voix par-dessus dans beaucoup de documentaires ou dans des émissions comme il y avait Thalassa il y a quelques années, il y avait beaucoup cela.
C'est du doublage, en effet, de séries en ce qui me concerne. Quand j'en ai fait, je n'en fais plus actuellement, mais quand j'en ai fait, de séries télévisées. Ça peut être du livre audio ou du podcast en ce moment, on entend beaucoup ça aussi. Voilà, donc c'est très très large, le métier de la voix off, il est très 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 large et passionnant de ce fait-là, parce que ce sont des comment dire, des activités très différentes les unes des autres. Vous avez un type de théâtre de prédilection? Tragédie, comédie, boulevard, absurde, vaudeville? Alors, c'est difficile à dire, ça, un type de théâtre préféré, non. Je vois simplement qu'avec l'âge, puisque j'ai 53 ans maintenant, je vois qu'avec l'âge, j'ai plus tendance à vouloir jouer des choses plus sensibles, aller dans toutes les palettes de l'émotion. J'ai très longtemps joué des comédies où j'avais pour mission principale de faire rire les gens et c'était un plaisir formidable et je ne renie pas du tout ce passé-là. Mais je me suis petit à petit découvert aussi d'autres envies et d'autres capacités de jeu. Et voilà. Après, non, moi en tant que et programmateur d'un lieu de théâtre et en tant que comédien, ce qui est primordial pour moi, c'est l'écriture, que la pièce soit bien écrite, que ça ne soit pas des blagues ou des petites histoires mises bout à bout, mais qu'il y ait vraiment un propos, qu'il y ait vraiment du sens, que ça soit bien écrit, que ça soit... Voilà, ça c'est très important. Et puis bien travailler aussi avec un metteur en scène ou une metteuse en scène qui va nous pousser, nous rendre encore meilleurs, nous faire travailler davantage sur ce qu'on peut donner et qu'on ne perçoit pas nous du premier coup. C'est ça, moi, parce que je trouve que je suis avide de progrès encore, j'adore progresser. Et quand on tombe sur quelqu'un qui sait vous faire donner encore plus et mieux que ce que vous faites d'habitude, bah ça c'est passionnant. Après, non, tous les genres sont formidables et surtout la curiosité d'aller voir plein de choses est primordiale pour un comédien. Bon, allez, une question qui sera peut-être difficile pour vous, parce que je pense que vous les aimez tous. Si vous deviez choisir entre ces auteurs, Aristophane, Shakespeare, Corneille, Molière, Beckett, Ionesco ou encore Claudel, alors lequel? Alors, c'est bravo parce que vous n'avez choisi, Isabelle, que des immenses auteurs, bien sûr. C'est le patrimoine culturel mondial, hein, puisqu'ils viennent de tous les pays. Là, comme ça, moi, j'aurais envie de jouer tous ceux que vous avez nommés. Mais je crois que Beckett, je n'ai jamais joué encore de Beckett, mais les écrits de Beckett sont à la fois complètement intemporels et complètement liés à la condition humaine. Hein. Si on prend En attendant Godot, bah c'est quoi? C'est l'attente. L'attente de quoi? L'attente, donc ça questionne directement toute la question humaine. Il y a des rôles remarquables là-dedans. Il y a ce temps étiré. Cette attente, ce temps voilà, qui joue un autre personnage encore, ça c'est passionnant, hein, que ceux qui sont sur scène. C'est absolument passionnant. Donc là, je dirais Beckett, mais tous les autres sont voilà, des auteurs absolument incontournables, bien sûr. Alors, le théâtre, mais aussi la télé, le cinéma, votre cœur balance pour quel support? Oh, bah, de façon inconditionnelle, le théâtre. Parce que le théâtre, c'est quand même quelque chose d'incroyable, et le spectacle vivant en règle générale. Mais attention, j'aime beaucoup, beaucoup être devant la caméra, et c'est une autre expérience qui n'a rien à voir, hein, puisque on refait les scènes plein de fois, sous différents angles, on joue différemment, etc. C'est complètement différent. Ce qui est quand même incroyable au théâtre, c'est cette présence dans la même salle, là, corporellement, des comédiens et du public, des spectateurs. Bertolt Brecht disait, hein, l'événement, c'est le public. S'il n'y a pas de public, on ne joue pas de toute façon. Donc oui, c'est cette présence-là de gens dans la même salle qui nous regardent, des gens qui inconsciemment même ressentent la fragilité du moment, parce que le comédien, n'importe quand, peut se planter, peut avoir un trou, peut bafouiller, avoir un chat dans la gorge, etc. C'est cette fragilité du moment qu'on partage inconsciemment. Et puis c'est cette magie quand nous arrivons avec l'écrit que l'on sert, avec le texte que l'on sert, etc. Quand on arrive à embarquer, comme on dit, les gens avec nous, c'est quand même incroyable, vous avouerez, de savoir que tout ça est faux, chaque soir, hein, bien sûr. C'est une représentation, c'est une histoire qui se joue devant nous, tout ça est faux, et pourtant, ça ne va pas empêcher les gens, quand la magie opère, de pleurer quand c'est triste, de rire à gorge déployée, d'avoir peur pour le personnage quand il est en danger, etc., etc. Là, devant nous, alors qu'on sait très bien, tout le monde sait très bien que tout ça est faux, bien sûr. Mais quand la magie opère et qu'on rentre dans cette soi-disant réalité devant nos yeux, ben c'est quand même magique.
Vous savez qu'on dit souvent que le comédien a trois piliers à son jeu tous les soirs, qu'il doit considérer tous les soirs. C'est bien sûr, un, le texte qu'il sert, hein, bien sûr. Deux, son partenaire ou ses partenaires autour de lui. Et trois, le public. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut lui faire des œillades, des clins d'œil et lui parler en cachette, non, bien sûr pas, mais on sait qu'il est là, on ne va pas jouer de dos pendant 1h30 au public, il est là, donc ça c'est ce qu'on appelle une convention théâtrale, on doit faire avec, hein, il est là avec nous, et puis ben, on le sent vibrer, c'est incroyable, on sent le public qui parfois décroche, hein, n'écoute plus, ou alors est avec nous, vibre, pas forcément que par le rire. On sent quand le silence est de qualité, comme dit Peter Brook, c'est-à-dire quand on entendrait une mouche voler. Ben voilà, ça c'est ce moment-là qui a été tellement malmené par le confinement et le Covid est primordial et j'incite tout le monde, tous ceux qui n'auraient pas encore refranchi à nouveau les portes des lieux de spectacle vivant à y retourner parce que c'est incomparable, c'est un moment de communion unique, le spectacle vivant et en particulier le théâtre. Donc oui, j'ai quand même un coup de cœur immense et de longue date pour jouer au théâtre. C'est tellement intense. Orchestrer le théâtre des Beaux-Arts de Bordeaux, c'est quelque chose de passionnant. C'est un peu un cadeau pour vous, mais c'est aussi un travail de logistique. Bah, c'est exactement ça, Isabelle. Vous l'avez très bien défini. Voilà, c'est ça. C'est un merveilleux outil de création et d'expression, donc, et pas que pour moi, hein, pour tous les artistes que nous accueillons. Sur 17 spectacles dans notre saison, il y en a qu'un que nous produisons nous, un ou deux maximum. Tout le reste, ce sont des compagnies, des créateurs, des auteurs, des artistes qui viennent chez nous. Et ça, c'est merveilleux. Merveilleux aussi en tant que programmateur de voir des choses très belles et de se dire il faut que je les fasse découvrir à nos spectateurs. Et on va programmer ce spectacle parce que je ne peux pas faire autrement que de leur faire découvrir ça. Donc ça, c'est génial. Et puis, bah, avec toute la contingence, oui, d'abord d'une entreprise, hein, c'est une entreprise. Nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif, mais SARL, ça reste une SARL. Donc c'est des emplois, c'est des gens qui travaillent, c'est un engagement économique, hein, nous sommes des acteurs économiques. Donc tout ça, c'est plein de soucis aussi, évidemment, mais c'est un choix, hein, on ne va pas se plaindre. C'est passionnant aussi, on a beaucoup progressé depuis 4 ans sur tout ça. Et puis, sachez-le, oui, je reste le gérant de cette SARL, mais un gérant qui soumet toutes ses décisions à un conseil de coopération. Nous sommes donc devenus une coopérative depuis mars de cette année 2022. Et à cet effet, nous avons 32 associés et aussi un conseil de coopération, 7 personnes avec moi, à qui je soumets certaines décisions et puis surtout qui enrichissent tout ce que l'on fait par leurs compétences, par leur vision, par leurs suggestions, etc., etc. Donc mes soucis se sont un peu dilués sur les autres, même si ça reste extrêmement prenant et parfois ouais, très, très, très inquiétant, surtout dans toutes les périodes troublées que nous avons connues et que nous connaissons encore à aujourd'hui. Hein, encore. Mais tout ça est une merveilleuse aventure. Avant de se quitter, comment vous arrivez à concilier cette vie professionnelle bien remplie et votre vie familiale? Oh, alors là, je me garderais bien de donner des conseils ou des leçons là-dessus, parce que c'est toujours très difficile. Il faut de toute façon trouver impérativement une personne avec qui l'on va vivre, homme ou femme, peu importe, il faut que ce soit une personne qui comprenne et qui accepte cela, pour qui ça ne soit pas un sacrifice permanent ou qui soit contre cela. Parce que oui, vivre sa passion pleinement, vivre de sa passion, c'est forcément très très prenant, surtout quand on aime ça. Nous avons l'immense chance de pratiquer le métier qu'on voulait faire et qui nous fait rêver au quotidien, même si c'est dur. Donc ça prend beaucoup de place et on a parfois du mal à segmenter, à s'arrêter de travailler tellement c'est passionnant. Donc il faut faire attention à ça. Et puis celui dont c'est la passion, il faut aussi bien sûr, on le disait tout à l'heure, hein, qu'il fasse attention aux autres autour de lui. Moi je suis en plus passionné, donc parfois dans l'excès. Depuis maintenant 4 ans, je travaille même avec mon épouse et elle n'est pas sous le feu des projecteurs, elle travaille dans tous ces métiers indispensables du spectacle vivant qui sont plus dans l'ombre. Elle gère le rapport au public, aux spectateurs, à la billetterie, la première forme de comptabilité, etc. etc. Donc c'est très,
c'est très important et c'est difficile parfois de travailler ensemble, surtout dans ces métiers-là. Mais voilà, il faut surtout être respectueux des autres, se demander, je ne sais pas ce qui est le plus dur de travailler, de vivre avec quelqu'un qui a le même travail que nous, vivre avec un comédien, une comédienne par exemple, quand on est comédien ou comédienne, ou vivre avec quelqu'un dont ce n'est pas le métier. Moi j'ai eu énormément de chance et je remercie mon épouse dans cette interview parce que elle ne m'a jamais freiné, jamais, jamais, même si j'avais les projets les plus fous par moment. Hein. Elle a toujours accepté mes projets et ça c'est quand même une chance immense. Et Dieu sait si je pense que pour elle ça n'a pas été toujours facile. Donc voilà, mais nous sommes toujours ensemble après 30 ans de vie commune, donc bien. Je touche du bois, le bois qui est devant moi, pour prier que ça continue, bien sûr. Voilà. Alors des projets, il y en a plein, parce que moi je suis un homme de projet. J'aime beaucoup, quand un commence à être lancé, j'ai tout de suite d'autres idées derrière, et c'est ça qui est palpitant. Il y en a plein qui ne voient pas le jour. Hein. Je pense que dans ma carrière, j'ai dû travailler au moins sur une trentaine de projets, parfois très longtemps, et sur des belles choses qui n'ont jamais vu le jour. Mais j'ai appris aussi par ce que je n'appellerais pas des échecs, mais par ces entreprises qui ont été menées et dont j'ai forcément tiré des leçons. Donc là, concrètement, il y a déjà une très belle saison qui va commencer dans quelques semaines au Théâtre des Beaux-Arts, 2022-2023. Très belle saison avec des spectacles très éclectiques. La création ça y est, c'est fait, c'est sur les rails, mais ça va exister bientôt, d'un festival de théâtre jeune public qui s'appelle Sous les Loupiottes, pendant les vacances de l'automne et pendant les vacances d'hiver, et puis de février. Et puis en ce moment, nous coécrivons un spectacle qui s'appelle Bar ouvert avec une comédienne avec qui j'ai un immense plaisir à travailler, qui s'appelle Aurélie Désert. Et on est dans cette coécriture en ce moment. Donc oui, des projets, il y en a tout le temps, plein. Merci Loïc Rojuan. Merci beaucoup en tout cas Isabelle. Merci infiniment pour cette interview. À bientôt. Comme d'habitude, les liens utiles en bas, mais aussi sur le blog cotimag.wordpress.com. La rentrée arrive à grands pas. Je peux vous le dire tout de suite, les invités seront nombreux en septembre. Des gens connus, des gens moins connus, des personnes qui nous font rêver sur Instagram. Alors je ne vous prends pas la tête, mais je dois vous le dire, comme d'habitude, si vous pouviez vous abonner, ce serait super sympa. Vous cliquez sur ma trombine et c'est fait. Ça permet d'être référencé ensuite sur le web. Je vous laisse. Tchou tchou.